Bonjour à toutes et à tous et merci donc le professeur Schumberger et Romain de m'avoir donné la chance de m'exprimer sur ce sujet de l'information durable et spécifiquement de son application dans le cadre des groupes de société, puisque notre intervention portera précisément sur l'article 29 bis de la directive CSRD qui concerne, je cite, l'information consolidée en matière de durabilité au sein des groupes de société. Alors je ferai une introduction très brève, puisqu'il y a énormément de choses à dire. Ma démarche a été de m'interroger sur cette notion d'information consolidée, cette notion de consolidation en droit, qui nous permettra finalement de toucher du doigt la justification de ce régime de l'information consolidée en matière de durabilité. Et donc nous ferons un petit détour par le droit comptable, puisque la notion de consolidation est une notion de droit comptable qui a ensuite imprégné le droit des sociétés, et c'est cette logique que j'aimerais faire ressortir. Donc ce sera notre première partie. Nous nous interrogerons sur les fondements de ce régime de l'information consolidée au sein des groupes. Et puis bien sûr, dans une seconde partie, nous nous interrogerons sur les objectifs de cette directive, puisqu'il s'agit d'améliorer la transparence des parties prenantes. Est-ce que la consolidation de l'information au sein des groupes répond réellement à cet objectif de transparence? Est-ce qu'elle lève le voile sur les activités au sein des groupes de société? Donc sans plus attendre, je commence par la première partie sur les fondements de la consolidation de l'information en matière de durabilité. D'abord, je ferai donc un bref détour par le droit comptable qui nous permettra de révéler les tenants de ce régime et puis finalement l'extension de cette logique comptable à l'information non financière. Alors, en droit comptable, la consolidation des comptes, c'est une technique qui consiste à présenter le patrimoine, les résultats de l'ensemble des sociétés du groupe, comme si elles constituaient une seule et même entreprise. Donc, véritablement, au sens du droit comptable, le groupe est considéré comme une entité unique, finalement, contrairement au droit des sociétés, où, comme vous le savez, on prend en compte les différentes sociétés du groupe qui sont pleinement autonomes. Alors, effectivement, cette technique qui peut surprendre, elle répond à des principes qui sont propres au droit comptable. La comptabilité contemporaine, elle est fondée sur le principe d'image fidèle. L'idée, c'est d'attendre des entreprises qu'elles donnent une image de leur patrimoine et de leur situation financière raisonnablement conforme à la réalité. Et ces principes d'image fidèle, ils trouvent une traduction spécifique à travers un autre principe, dit le principe substance over form, qui finalement indique que les méthodes comptables doivent traduire les transactions et les événements financiers, non pas en se fondant seulement sur leur forme juridique, mais en essayant de traduire leur réalité. Donc le droit comptable, c'est un droit qui va se fonder sur le contrôle d'une ressource au-delà de la propriété juridique du bien. En ce sens, le groupe de société, ce qui va intéresser le droit comptable, c'est la place particulière de la société mère au sein du groupe. C'est-à-dire qu'en sa qualité d'actionnaire majoritaire, elle va pouvoir contrôler les ressources de ses filiales. Et c'est bien ça qui fonde l'appréhension du groupe de société comme une entité comptable et qui donc oblige la société mère à rendre compte d'une information pour le groupe tout entier. Ces objectifs particuliers du droit comptable répondent à finalement un objectif ultime, puisque le droit comptable a pour but de produire une information utile. Une information utile pour les parties prenantes, c'est-à-dire les créanciers, les investisseurs. Et c'est cette utilité de l'information qui va guider le régime de l'information. Donc l'imputation de l'obligation d'information comptable, elle ne repose pas sur la forme juridique de l'entité, mais elle va reposer sur l'utilité de cette information sur les parties prenantes. Donc on voit bien que c'est une logique qui est assez spécifique, et une logique que l'on qualifierait en droit de substantielle, et pourtant cette logique a été intégrée en droit des sociétés, puisque depuis fort longtemps, depuis une loi du 3 janvier 1985, a été intégrée dans le Code de commerce l'obligation pour la société mère d'un groupe de fournir une information consolidée sur les résultats des sociétés du groupe. Donc concrètement, dans un rapport de gestion consolidé, vont apparaître les états financiers des différentes filiales
auquel on va soustraire les opérations internes intra-groupe pour donner finalement aux tiers une vision de la performance du groupe envisagée comme une entité. Et on voit bien qu'en droit des sociétés, ça contredit directement le principe de l'autonomie des sociétés. Certains, d'ailleurs, y ont vu la reconnaissance du groupe de sociétés en droit, même si, bien évidemment, elle est cantonnée au domaine de l'information financière. Alors, on peut s'interroger sur le fondement de cette obligation d'information en droit des sociétés. Bien évidemment, cela témoigne d'une influence du droit comptable sur le droit des sociétés qui, lui aussi, veut produire une information utile. Mais si on s'intéresse sur le fondement juridique de cette information, de cette obligation d'information, de cette consolidation, eh bien l'article L233-16 fonde cette obligation sur le contrôle, avec bien évidemment une notion du contrôle qui est assez large. On reprend les hypothèses du droit des sociétés, soit la détention de la majorité des droits de vote dans les filiales, soit la possibilité de nommer les organes dirigeants. Et puis il y a aussi une hypothèse qui est un peu plus large, ce serait la possibilité pour la société mère d'exercer une influence dominante dans ses filiales en vertu cette fois de contrats. Donc on a un élargissement de la notion de contrôle. Et donc finalement, si c'est le contrôle qui fonde l'obligation pour la société mère de donner cette information qui dépasse largement son périmètre et qui porte sur tout le groupe, c'est bien parce qu'elle a le pouvoir d'orienter les décisions en assemblée d'actionnaires, elle a le pouvoir d'orienter les décisions de ses filiales en exerçant une influence sur la direction de ses filiales. Et donc l'idée sous-jacente, c'est que le législateur considère qu'elle est la personne la mieux placée au sein du groupe pour livrer une information financière pertinente. Donc il y a un premier lien qui est fait entre cette imputation de l'obligation d'information sur la tête de la société mère et la prise en compte de son pouvoir par le droit des sociétés. Alors cette logique qui était cantonnée à une logique financière, finalement, a été étendue et la directive CSRD en est une illustration. Alors, ce n'est pas la directive CSRD qui a créé un régime de l'information consolidée en matière extra-financière, ou devrais-je dire désormais en matière de durabilité. Ce régime, il a été intégré en droit français qui a été précurseur avec la loi Grenelle 2, donc de 2010, et il était déjà présent dans la directive NFRD de 2014. Donc on a une idée qui est simplement reprise par la directive CSRD, mais avec évidemment quelques modifications. Alors ce qu'on peut dire d'abord, c'est que ce régime de l'information consolidée en matière de durabilité, il a une filiation certaine avec la logique de la consolidation des comptes. D'une part parce qu'il est présenté dans le même support, c'est-à-dire le rapport de gestion, un rapport de gestion consolidé. Donc dans ce rapport de gestion consolidé, on aura à la fois les états financiers consolidés, mais aussi toutes les informations sur les questions de durabilité qui concernent le groupe. Et donc cela signifie que le champ d'application de l'obligation de donner une information consolidée en matière de durabilité a exactement le même champ d'application que l'obligation de fournir une information consolidée en matière financière. Donc il y a un lien de filiation certain, mais la logique en matière de durabilité révèle une réelle extension de cette logique de consolidation. Et pour cela, je vais invoquer deux éléments. D'abord, il y a une extension au regard de la nature des informations que l'on demande à la société mère. Si on regarde l'article 29 bis, alors je ne vais pas le lire parce qu'il y a une quantité d'informations qui est absolument énorme, mais si l'on regarde ces informations, ce sont des informations qui ne sont plus seulement des informations financières, ciblées, objectives, mais des informations, comme on le disait, d'une nature éminemment stratégique. On demande à la société mère du groupe de livrer une information sur le modèle commercial du groupe, sur la stratégie du groupe, sur le rôle des organes de direction au sein de chaque société du groupe, sur les procédures de diligence mises en œuvre, sur les risques identifiés. D'accord ? Donc c'est une information qui est éminemment stratégique et on passe d'une obligation finalement de fournir des états financiers consolidés à une obligation pour la société mère de rendre des comptes sur la stratégie du groupe en matière de durabilité. Et donc cela, je trouve que ça accentue le constat que j'ai dressé précédemment du lien entre cette obligation d'information et le pouvoir de la société mère. Encore plus ici,
au regard de la nature stratégique de ces informations, on considère que la société mère, parce qu'elle exerce un pouvoir particulier sur les filiales, est la mieux à même pour livrer une information pertinente sur les politiques qui sont menées non seulement en son sein, mais également au sein des filiales. La deuxième forme d'extension dont je voulais parler, c'est qu'on a une logique de consolidation qui est poussée, puisque dans la consolidation des comptes, on a effectivement une logique d'imputation. Mais ça n'empêchait pas les filiales de devoir fournir des comptes individuels. Elles n'étaient pas exemptées de leur obligation de fournir une information financière sur leurs comptes individuels. Dans l'information non financière, en matière de durabilité, on a un pas qui est franchi, puisque l'article 29 bis de la directive, comme la directive précédente, met en place un régime d'exemption des filiales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la société qui les contrôle délivre une information consolidée, les filiales, elles, en sont exemptées. Elles n'ont plus à fournir l'information. Ce qui accentue, encore une fois, cette logique de pouvoir et surtout l'idée d'une certaine responsabilisation de la société mère. C'est la seule à devoir rendre des comptes. Donc là, bien évidemment, on peut faire le lien, comme cela a été fait par mes camarades, avec la loi sur le devoir de vigilance. Ici, il n'y a aucun lien explicite qui est fait entre cette obligation d'information de la société mère et sa responsabilité. Et pourtant, ce cap est passé dans la loi sur le devoir de vigilance. Donc ça témoigne quand même d'une même logique. Je dirais que l'information est la petite porte d'entrée de la responsabilisation de la société mère. Alors maintenant que nous avons vu ensemble les fondements de ce régime de l'information consolidée, eh bien nous allons tenter de voir si cela répond à l'objectif de transparence. Est-ce que le fait d'imputer cette obligation au niveau de la société qui prend les décisions, ça permet d'améliorer la transparence? Et pour répondre à cette question, eh bien j'analyserai deux objectifs. Le premier objectif, c'est l'idée de lever le voile sur les activités du groupe. Est-ce que cette obligation d'information consolidée permet de lever le voile sur les activités du groupe? Est-ce qu'elle est assez précise? Et deuxièmement, est-ce qu'elle permet véritablement une meilleure information de toutes les parties prenantes, puisque c'est un terme qui est quand même assez large? Alors premièrement, et c'est en cela que la directive est louable et le mouvement initié par le législateur français et européen, ce mouvement de consolidation est louable, c'est que cela permet d'éviter les stratégies d'isolement des activités néfastes au sein d'une filiale qui serait donc une société poubelle. En fait, on oblige la société mère à lever le voile sur les activités de ses filiales et elle ne pourra plus, théoriquement, je dis bien théoriquement, isoler ses activités néfastes au sein d'une filiale et donc cacher ses activités avec un rapport en trompe-l'œil. Donc c'est évidemment en cela que la directive est louable. Et d'ailleurs, en ce sens, on voit que plusieurs mesures ont été prises dans la directive pour essayer de répondre à cet objectif d'évitement des stratégies d'isolement des activités néfastes. Alors, c'est vrai que le législateur européen a témoigné d'un souci assez important pour assurer la traçabilité de l'information. Il ne faudrait pas que l'exemption des filiales conduise à une déperdition d'informations. Donc on oblige, dans cet article 29 bis de la directive, on oblige les filiales à indiquer le nom, le siège de la société mère qui fournit le rapport de gestion consolidé. On les oblige à fournir le site internet et on laisse aussi l'option aux États membres dans lesquels les filiales exemptées exercent leur activité de demander une traduction du rapport à l'État membre dans lequel exerce la société mère. Donc effectivement, certaines avancées sont faites en ce sens, et puis aussi on peut également parler du périmètre qui est retenu pour le groupe, puisque comme on l'a dit, cette obligation d'information ne concerne que des grandes entreprises, mais c'est l'ensemble des sociétés du groupe qui vont être considérées pour calculer les seuils. Le groupe est assimilé à une entreprise. En ce sens, de nombreux groupes seront soumis à cette obligation d'information. Des avancées certaines donc, mais une limite, et une limite notable, c'est que l'article 29 de la directive exige une information qui est seulement globale. C'est-à-dire que la société mère doit donner une information globale sur la stratégie du groupe, les risques du groupe. Et elle ne doit pas donner une information détaillée filiale par filiale. En ce sens, ça contredit un petit peu l'objectif de transparence, puisque certains indicateurs à un niveau global n'ont aucun sens.
Les investisseurs des filiales, comment vont-ils être informés des risques générés par l'activité et de la manière dont sont pris en compte les risques s'ils n'ont qu'une information globale au niveau du groupe? Et donc ça, c'est la principale limite. Je rappelle qu'en droit français, en 2010, le législateur avait imposé une information détaillée, filiale par filiale. C'était la bonne méthode. Le fait est qu'avec la directive NFRD de 2014, l'ordonnance du 19 juillet 2017 qui l'a transposée, au nom d'une simplification du droit, a supprimé l'obligation de donner une information détaillée. Et donc là, le problème, c'est qu'on rentre dans une logique d'optimisation de l'information. Et que la consolidation de l'information, malheureusement, n'améliore pas forcément la transparence, parce qu'avec les indicateurs au niveau global perdent leur sens et ne donneront pas une information pertinente sur les incidences néfastes de l'activité des sociétés du groupe, les risques et la manière dont c'est pris en compte. Donc ce serait évidemment la principale limite, et c'est vraiment dommage parce le législateur français avait eu la bonne intuition et avait posé les bonnes conditions, mais qui ont été finalement rabotées par un souci de simplification et j'imagine également d'allègement des coûts, parce que c'est coûteux de produire une information détaillée. Et enfin, le deuxième objectif que j'interrogerai pour finir, est-ce que la directive permet vraiment d'assurer une transparence pour l'ensemble des parties prenantes? Ce qui m'a marqué, c'est que quand on lit les considérants de la directive, elle a une visée qui est principalement externe. Si on lit le considérant 9, les principaux acteurs qui sont visés, destinataires de cette information en matière de durabilité, ce sont, on nous dit d'une part, les investisseurs et d'autre part, les acteurs de la société civile. Est-ce que cette directive permet d'améliorer la transparence pour les acteurs internes au sein des groupes? Et là, je pense particulièrement aux salariés des filiales, mais aussi aux actionnaires minoritaires des filiales, puisque dans les parties prenantes, il y a les parties externes, mais aussi les parties internes. Et il semble que le législateur européen ait témoigné un souci moindre pour ces parties qui sont pourtant, finalement, les premiers sujets du pouvoir de la société mère. C'est sûr, ces politiques vont s'appliquer à ces personnes en priorité. Donc, si on prend le cas des salariés, il y a quand même un souci qui est manifesté par la directive, puisque dans l'article 29, paragraphe 6, la directive exige que ces informations soient communiquées aux instances représentatives du personnel au niveau approprié. Donc j'imagine qu'ici c'est le comité de groupe qui sera le niveau approprié, et la directive va même plus loin que le droit français, puisqu'elle indique qu'il faudrait une consultation de ces instances représentatives, avec l'idée que cette instance rende un avis. Donc là, on voit qu'il y a effectivement le souci d'associer les salariés de l'entreprise à la détermination de ces informations et à la détermination des politiques de groupe en matière de durabilité. En ce sens, il faudra certainement faire évoluer le droit interne, qui pour l'instant ne prévoit qu'une communication des informations aux salariés, et non pas une consultation de ces salariés. Par contre, si on s'intéresse aux actionnaires minoritaires, il y a très peu de cas qui est fait pour ce genre de catégorie, puisque ces informations consolidées, elles apparaissent dans le rapport de gestion consolidé. Ce rapport de gestion consolidé, il est communiqué à qui? Aux actionnaires de la société mère, donc aux actionnaires de la société qui détient le pouvoir. En revanche, il n'y a rien dans la loi qui prévoit un véhicule spécifique pour leur communiquer l'information. Et on pense à une solution très simple, mais ce rapport pourrait être communiqué dans le rapport des gestions des filiales, tout simplement lors des assemblées générales annuelles, puisque les actionnaires minoritaires, finalement, sont les premiers sujets sur lesquels s'exerce le pouvoir de la société mère. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver entre l'amélioration de l'information des parties prenantes externes, mais également des salariés et des actionnaires minoritaires. En conclusion, c'est un régime qui, évidemment, est louable dans le sens où il prend en compte l'entité que représente le groupe de société et il permet de lever le voile, dans un certain sens, sur ces activités néfastes, mais qui apparaît bien en deçà de l'objectif qu'il s'est fixé et de l'objectif de transparence. Finalement, on pourrait y répondre simplement en modifiant quelques conditions qui apparaissent trop légères dans l'obligation qui est faite à l'article 29 bis de la directive. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci beaucoup Anna pour ce brillant exposé, vraiment très très riche, très stimulant. Donc je ne suis pas Nadège Jullian, comme vous l'aurez remarqué. Je vais aussi, pour tenir compte un petit peu du timing, me limiter à te poser les questions qu'elle avait elle-même préparées à ton attention. Elle avait aussi préparé quelques remarques, mais que je me dois de laisser de côté pour ces questions de timing. Alors la première question était de savoir si le périmètre était finalement le bon, à propos d'un point que tu as évoqué rapidement, concernant les seuils d'application, puisque si j'ai bien compris, et en lisant la directive, c'était aussi mon sentiment, le seuil de définition des groupes pour lesquels l'information consolidée est exigée sont fixés exactement au même niveau que pour une entreprise isolée, pour une société mère. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est vraiment logique de procéder ainsi? Je dirais que c'est logique au regard de l'objectif d'éviter l'externalisation des risques, hein, puisque c'est quand même le premier objectif de cette information consolidée. Donc on assimile le groupe à l'entreprise pour le calcul des seuils, mais même au-delà, hein, c'est toute la philosophie de l'obligation dans laquelle finalement on assimile le groupe à l'entreprise, et ça apparaît logique parce que c'est fondé sur le contrôle finalement, je dirais. Ça apparaît logique parce que, en vertu de la définition qui est retenue du contrôle, mais ça c'est discutable et d'ailleurs elle sera peut-être à préciser, on retient finalement que on retient l'entité parce que la société mère, eh bien finalement c'est elle qui décide de la stratégie du groupe. Et il me semble, moi en tout cas, que c'est pertinent parce que ça sert directement l'objectif, et la société père ne pourra pas organiser finalement un rapport en trompe-l'œil qui ferait état d'activités absolument respectueuses des personnes, de l'environnement, alors même qu'elle pourrait cacher ses activités dans une filiale dont elle a le contrôle et dans laquelle elle décide de quasiment tout, bien sûr pas de tout. Oui, donc cette idée d'assimiler le groupe à l'entreprise globale, c'est effectivement assez cohérent finalement. Toujours à propos de seuil, il semble qu'il y ait une discordance entre les seuils de l'application en matière de devoir de vigilance, en tout cas au stade de la proposition de directive, et ceux qu'on retrouve donc dans cette directive CSRD. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il ne serait pas préférable d'unifier les seuils en question? Je me suis moi-même posé la question, est-ce que c'est voulu? Si c'est voulu, je ne comprends pas vraiment pourquoi. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. C'est vrai qu'on a a priori des obligations différentes, mais le devoir de vigilance, c'est effectivement plus une obligation comportementale, mais je vais revenir sur ce que disait le professeur Dalmau. On a une frontière floue entre l'obligation de dire et l'obligation de faire, et finalement dans l'obligation d'établir un plan de vigilance, avant il y a une obligation de dire, il y a une obligation d'identifier les risques. Est-ce que cette obligation d'identifier les risques, finalement, elle ne rejoint pas précisément l'objet de la directive CSRD? Et donc moi, effectivement, la question que je me suis posée, c'est, je trouve qu'il y a quand même un fondement commun dans ces deux véhicules normatifs, et je ne comprends pas pourquoi les seuils ne sont pas harmonisés, puisque ça vise peu ou prou à la même chose. Donc je pense que c'est souhaitable, oui, je pense. Peut-être que ça évoluera entre la proposition de directive et la version finale de la directive devoir de vigilance, mais il ne me semble pas que ça faisait partie des points qui étaient révisés depuis l'intervention du Conseil, sauf erreur. Alors, une autre question à laquelle avait réfléchi Nadège concernait le problème du point de vue des investisseurs qui sont souvent confrontés donc en présence d'un groupe, à la rétention d'informations que tu évoquais dans ton intervention. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement les investisseurs confrontés à de telles pratiques ne soient pas incités, soient plutôt découragés à procéder à un investissement dans de bonnes conditions? C'est précisément
oui, ce que j'ai soulevé, enfin, ce que je pense, il y a un risque que ça décourage les investisseurs. Voilà, on peut prendre les investisseurs d'une filiale, s'ils n'ont une information que très générale sur les indicateurs au niveau du groupe, sur les politiques du groupe, ça ne répond pas à leurs attentes, il me semble. Et d'ailleurs, on peut généraliser le propos, je pense, à d'autres parties prenantes, mais précisément, l'utilité de l'information pour les investisseurs, quelle est-elle ici ? Quelle est-elle ? Donc il me semble que pour répondre à cette question, il me semble qu'on devrait exiger de la société mère qu'elle produise une information détaillée filiale par filiale pour les items pour lesquels cela serait important. Après, effectivement, si la même politique de groupe est mise en œuvre dans toutes les filiales, ici on pourrait privilégier une information générale. Mais il y a d'autres items, je ne vais pas revenir dessus, qui mériteraient une information, je trouve, plus détaillée. Et dernière question de Nadège, et puis moi j'en aurais une bonus, mais pas piège. Sur ce phénomène d'évitement du cantonnement des activités néfastes dans une société poubelle, Nadège se demandait si ça ne participait pas finalement, ce que tu as un petit peu évoqué, à un mouvement de remise en cause du caractère limité de la responsabilité de la société mère, si tant est qu'elle ait adopté une forme sociale qui le lui permette, mais on peut penser que c'est souvent le cas. Et finalement, est-ce que par cette logique comptable, on ne parvient pas à observer une autre illustration de ce mouvement de responsabilisation de plus en plus massif des sociétés mères ? Oui, je crois que précisément ça participe à ce mouvement, évidemment. Alors il y a une portée limitée puisque ce sont des obligations d'information. Donc quelle est la responsabilité ? On voit bien que la mise en œuvre du devoir de vigilance est plus difficile qu'il n'y paraît en pratique, et la mise en œuvre de la responsabilité de la société mère également. On pourra engager sa responsabilité que si elle n'a pas établi un plan de vigilance. Donc on est toujours sur une responsabilité indirecte. Mais quoi qu'indirecte, c'est l'idée même d'une responsabilisation, c'est l'idée même de rendre comptable la société mère pour les actes de ses filiales, même si en pratique, ce n'est pas encore le cas. C'est cette idée même qui commence à s'incruster tout petit à petit en droit des sociétés et qui rentre, je le disais, par l'apport de l'obligation. Et je pense que ça commence à grignoter très sérieusement le principe de responsabilité limitée dans le cadre des groupes de sociétés. C'est une première étape, je dirais. D'accord. Oui, ou de responsabilité liée à l'autonomie de la ouais. Donc ma question bonus est très simple, c'est pour aussi montrer que j'ai bien suivi ton chose. Tu as insisté sur le fait que donc il y avait deux lacunes à ton sens, les filiales elles-mêmes qui étaient exemptées de l'obligation et une information donc à l'échelle de la société mère qui était globale et pas déclinée filiale par filiale. Et tu as évoqué le fait que donc le droit français n'avait pas adopté pourtant lui-même cette logique initialement. D'où ma question, est-ce que dans le cadre de la transposition de la directive, il y aurait une possibilité pour le législateur français, même si on sait qu'il n'y est pas très favorable en général ces derniers temps, de surtransposer la directive sur l'un ou l'autre ou sur ces deux aspects ? Il y a toujours une possibilité, puisque ce sont des exigences minimales que pose la directive, donc j'imagine que théoriquement c'est possible. Et en plus, ça a déjà été le cas, donc il sait comment faire. Sauf que je ne crois pas qu'on soit dans cette logique. Après, bien évidemment, je ne suis pas une spécialiste, mais je n'ai pas l'impression qu'on soit dans cette logique, parce qu'il y a vraiment deux logiques qui s'affrontent. Produire une information pertinente, / responsabiliser la société mère, qu'elle rende des comptes. Et d'un autre côté, on ne veut pas faire peser trop de charges, trop de coûts sur l'entreprise. Et on sait combien produire une information détaillée filiale par filiale est un coût. Et puis il y aura aussi l'intervention d'un acteur externe pour le contrôle, etc. Donc est-ce que, et je le déplore, mais j'ai l'impression que la consolidation, on essaie de compenser la consolidation avec un allègement du contenu de l'obligation pour la société mère, mais pour moi, ce n'est pas la bonne méthode à adopter, puisqu'on contredit l'essence même de la consolidation et l'objectif même en fait qui est fixé. Donc je souhaiterais que cela soit fait et ce serait possible, mais je ne pense pas que ce soit dans la mentalité du législateur. Merci beaucoup. Merci.